7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Les élections législatives marquent un semblant de coup d'arrêt pour le chaos macroniste et sèment la panique dans le camp du nouveau Front populaire. La droite est bel et bien aux portes du pouvoir et l'union des droites semble se stabiliser face à une telle crise aux multiples faces. Politique d'abord, mais aussi institutionnelle et enfin civilisationnelle. La droite est-elle le dernier rempart à l'extrême gauche ? Nous invitons pour en parler sur ce plateau Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de La guerre à droite aura bien lieu et dernièrement Deux colères fracassées dans l'ignorance. Et puis nous recevons aussi Philippe Vardon, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2015 et principal opposant de Christian Estrosi à Nice au conseil municipal, ancien directeur de campagne de Marion Maréchal pour les européennes 2024 et ancien candidat aux législatives 2022 dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, peut-être un petit mot justement sur le scrutin de dimanche. Est-ce que les résultats sont satisfaisants pour vous, Guillaume Bernard ? Écoutez, en tout cas, il marque incontestablement, quand on compare élection par élection, une progression du Rassemblement national, non seulement en termes de pourcentage, mais aussi en termes de voix. Alors c'est moins que ce que Marine Le Pen a obtenu au deuxième tour d'une présidentielle, mais si on compare avec les précédentes législatives, c'est le meilleur score jamais obtenu. Le RN arrive en tête dans un très grand nombre de circonscriptions, et comme il y a eu, et je suppose que c'est cela dont vous voulez que l'on parle, comme il y a eu un très haut niveau de participation au niveau national, eh bien ça nous donne en théorie un très grand nombre, nombre jamais obtenu jusqu'à présent, un très grand nombre de triangulaires, ce qui correspond à la fois aux règles électorales et ce qui correspond à la volonté des électeurs. Or, on semble se diriger vers un tripatouillage électoral et démocratique, ou plutôt antidémocratique, parce qu'il risque d'y avoir un certain nombre de désistements pour essayer, encore une fois, de faire barrage au Rassemblement national, ce qui n'est pas du tout certain de fonctionner. Ça ne veut pas dire que le RN pourra obtenir une majorité absolue au soir du deuxième tour, mais en tout cas, il n'est pas du tout certain que les électeurs suivent ces désistement. Il est très possible qu'il y ait un assez grand nombre d'électeurs du centre libéral qui refusent d'aller voter pour la gauche radicale, ou inversement, ils iront soit voter blanc, soit ils s'abstiendront, soit peut-être même qu'un certain nombre d'entre eux préféreront des candidats RN. Écoutez, pour l'instant, on est effectivement dans le flou. On saura ce soir, puisque c'est à 18h que les candidatures doivent être définitivement déposées pour le deuxième tour. On saura ce soir le nombre de duels et de triangulaires que l'on aura. Philippe Vardon, même question. Une première réaction peut-être à ces résultats de dimanche soir ? Évidemment, des résultats encourageants, enthousiasmants. Ce qui est en réalité d'ailleurs enthousiasmant, c'est ce qui a conduit à ces résultats, c'est que nous avons une évolution, je dirais quelque part politique, mais presque culturelle de la part du Rassemblement national, parce que ce qui s'est présenté aux électeurs, ce n'est pas uniquement le Rassemblement national seul, mais bien une coalition des droites, appelons-la comme ça, des candidats d'union nationale portés, bien sûr, avec ce navire amiral central qu'est le Rassemblement national de Jordan Bardella, mais aussi soutenu par Éric Ciotti, bien sûr, par Marion Maréchal. Et c'est aussi ce qui a participé, je crois, à donner cet élan, puisque ça a permis d'aller chercher des résultats supérieurs à la somme des seules forces du Rassemblement national. Je pense notamment dans l'Ouest, y compris dans le bassin parisien. Et c'est aussi ça qui est enthousiasmant, c'est que pour la première fois, alors de manière un peu imparfaite, je ne reviendrai pas sur les épisodes précédents cette élection, mais en tout cas, il y a une volonté d'avoir cette union, et c'est une première leçon. Jordan Bardella dit l'union fait la France, reprenant cette idée que l'union fait la force, et on en a là la démonstration. Donc effectivement, des résultats qui sont enthousiasmants, mais qui sont porteurs d'espoir pour dimanche prochain, avec bien sûr
une crainte, celle que Guillaume Bernard évoquait aussi, c'est la question de savoir s'il aura une majorité relative, une majorité absolue. Il semble aujourd'hui quasiment acquis qu'il y aurait une domination de ces candidats d'Union nationale. Le tout est de savoir désormais, face à tous ces calculs d'appareils que nous voyons s'opérer, on a quand même des candidats du nouveau Front populaire qui se désistent face à Elisabeth Borne, face à Gérald Darmanin. On voit qu'on est au maximum des calculs. J'ai chez moi, dans la circonscription dans laquelle j'ai souvent été candidat, eh bien, le candidat de Christian Estrosi qui s'est désisté au profit d'une socialiste. Donc on est maintenant entré dans cette phase-là et il va falloir que les électeurs tiennent bon pour aller chercher cette victoire, non pas pour nous, mais pour la France. Ouais. Merci messieurs pour cette première réaction. Je reviens vers vous dans un instant. On fait une petite pause par l'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Alors, on a fait le point sur ces résultats du premier scrutin de dimanche. Il est temps maintenant d'aborder la réaction de la gauche et peut-être l'importance donc de la droite de s'opposer plus que jamais à cette gauche qui semble complètement déraillée, il faut le dire. Comment ne pas la citer ? Nassira El Moadem qui, une fois de plus, crée la polémique en expliquant qu'elle vit désormais dans un pays de racistes dégénérés. Alors, allons-y. Guillaume Bernard, quelques mots justement sur ce positionnement de la gauche, ces réactions de nos élites face au scrutin. Bon, je crois que l'évolution de Jean-Luc Mélenchon est claire et que sa stratégie est assez facilement lisible. C'est-à-dire que entre le Jean-Luc Mélenchon de 2017, qui avait encore un discours plutôt national, laïciste, etc., et celui d'aujourd'hui, il y a eu une bascule. Ce sont les municipales de 2020. À partir des municipales de 2020, la France insoumise a cherché à capter un électorat communautaire, pour dire les choses rapidement, et a cherché à avoir des implantations qui lui permettraient d'avoir des bastions. Je crois que, très sincèrement, quand on regarde les résultats de dimanche dernier, la coagulation, le cartel électoral de gauche n'est pas en capacité d'obtenir une majorité. On sait que Emmanuel Macron est prêt à tout pour essayer de constituer une majorité relative entre le centre et la gauche. Donc ça, c'est un risque. Mais en revanche, que la gauche l'emporte, ça n'est pas un risque réel. En revanche, ce qui est un risque, c'est que la France insoumise, qui domine doctrinalement le cartel électoral du nouveau Front populaire, réussissent à véritablement établir des bastions qu'ils chercheront véritablement à contrôler avec les municipales de 2026 et que cela serve ensuite de tremplin pour la présidentielle de 2027. Je crois que Mélenchon a toujours un coup d'avance, que c'est un véritable stratège et qu'il a compris que, on le voit par exemple avec des candidats comme Fabien Roussel qui ont été battus dès le premier tour par un candidat Rassemblement national ou par François Ruffin qui est en ballottage très défavorable avec un candidat Rassemblement national qui pourrait emporter sa circonscription. Mélenchon a très bien compris que l'électorat populaire avait complètement basculé du côté du Rassemblement national et que la gauche ne pouvait avoir sa survie que par une coagulation de minorités culturelles, minorités sexuelles, et statutaires avec les fonctionnaires. Voilà, donc ça c'est un véritable risque. Et puis le deuxième risque, et j'en aurais terminé après, c'est donc pas que la gauche emporte l'élection, c'est qu'en revanche la gauche qui a un orgueil démentiel, qui s'imagine qu'elle est l'incarnation de la République, eh bien, ne cherche à bloquer l'éventuel gouvernement Rassemblement national par la grève, par des sabotages, par ce qu'ils appellent de la désobéissance civile, alors que nul n'est obligé de rester fonctionnaire s'il veut
s'il ne veut pas, mettre en œuvre la politique qui est déterminée par le gouvernement. S'ils ne veulent pas d'un gouvernement ou obéir à un gouvernement Rassemblement national, ils n'ont qu'à démissionner de la fonction publique. Le véritable risque, il est là. Il est dans le fait que la gauche cherche à paralyser le pays ou à paralyser une partie du pays si jamais il y avait un gouvernement Rassemblement national. Donc voilà le risque. Le risque, il est moins électoral pour aujourd'hui que pour demain. Mais en revanche, le risque d'aujourd'hui, c'est que la gauche cherche à s'approprier la puissance publique et à instrumentaliser le service public à son profit et non pas au profit des Français. Philippe Vardon, vous venez d'entendre Guillaume Bernard. Est-ce que vous voulez réagir ? Et puis notamment sur cette question des minorités, finalement, face à une gauche qui veut cet avènement des minorités face à la population française, tout simplement. Est-ce qu'on ne va pas vivre une énorme fracture française, celle que l'on peut prédire depuis déjà de longues années ? Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a affaire à une gauche kéfiée, disons même une gauche Hamas. On a une instrumentalisation absolue des événements à Gaza. On l'a vu, c'est vrai, on a connu un Jean-Luc Mélenchon, mais c'est à l'époque où il était encore copain avec les Corbières, etc., qui était dans une vision assez républicaine, avec des accents patriotiques. On a connu en 2017 et même dans les campagnes précédentes des meetings de Jean-Luc Mélenchon où flottait des drapeaux bleu, blanc, rouge. Désormais, on le voit, il n'y a plus que des drapeaux palestiniens ou algériens de temps en temps pour ajouter un petit peu d'originalité. Cette gauche, elle est totalement désormais passée du côté du cynisme électoral, du clientélisme communautaire. Tout cela est très assumé. En réalité, encore une fois, avec beaucoup de froideur, c'est un calcul clair qui est fait, qui est un calcul électoral et qui est un calcul qui est extrêmement dangereux. On a vu de quelle manière cette instrumentalisation des événements de Gaza a poussé l'antisémitisme dans notre pays et plus largement la détestation de tout ce qui représenterait la puissance coloniale. On se rappelle des propos de Rima Hassan, qui considérait que ce qu'avait fait la France en Algérie était la même chose que ce qui se passait à Gaza, etc., etc. Beaucoup de ressentiment qui est ainsi agité et quelque chose de très dangereux. Puis ce qui est dangereux, c'est qu'on voit que d'abord, quoi qu'en disent dans leur coin Monsieur Faure ou Monsieur Glucksmann, cette gauche LFI, ces islamo-gauchistes en réalité ont d'abord pris le pouvoir au sein de LFI. Exit, les vieux, Corbière, Garrido, qu'on pousse petit à petit, ont pris le pouvoir au sein de cette coalition de gauche qu'ils dominent en réalité très largement électoralement, et puis sont en train aujourd'hui de s'imposer au centre, puisqu'en réalité, ce qu'a fait Emmanuel Macron, ce que font même une partie des LR en disant qu'ils peuvent faire des accords avec le nouveau Front populaire, mais aussi avec une partie de LFI, c'est faire ce que c'est très bien faire le centre, c'est-à-dire se soumettre à la gauche. Moi, je crois que les électeurs du centre droit, les électeurs du centre droit qui se sont tournés vers des candidats LR maintenus, qui ont refusé l'accord d'Éric Ciotti, qui sont même tournés vers le camp présidentiel, je ne suis pas sûr que ces électeurs du centre droit, ils veulent tous de cette fracture communautaire, de ces compromissions avec l'islamisme, de ce chaos économique qui est promis par la gauche. Et en réalité, ils sont une partie des clés de ce second tour. Il faut que les électeurs de centre droit comprennent bien ce que cela signifie que d'avoir cette instabilité, ce chaos dans lequel cette gauche puisse peser encore davantage, et que les seuls, en effet, qui sont en capacité de s'y opposer, c'est la coalition des droites, derrière le RN, derrière Jordan Bardella, Éric Ciotti et Marion Maréchal. On entend beaucoup que ces élections, c'est le choc des extrêmes. Finalement, aujourd'hui, est-ce que l'extrême, ce ne serait pas surtout la gauche ? Je reprends simplement leur programme. On a de nombreuses fois le terme « éradiquer ». Il y a quelque chose de presque totalitaire dans leur positionnement, Philippe Vardon ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve les accents robespierristes. Quand on voit la virulence qu'on a pu entendre, qu'on a vécu tout le long de la campagne des Européennes, qui n'est pas si loin de nous, si vous vous en souvenez, quand on voit la virulence des propos, le niveau de radicalité du projet, le niveau de radicalité d'un certain nombre de candidats. Je rappelle qu'au sein de cette coalition de gauche, on a certes François Hollande, mais on a aussi Philippe Poutou du NPA. Bien sûr qu'il y a là un danger, une brutalité qui est nette, et que très clairement, le camp de l'ordre
de la responsabilité, de la raison, c'est celui de la coalition d'union nationale. Guillaume Bernard, j'aimerais revenir sur cette notion de droite. Vous parliez de valeurs de la droite, parmi lesquelles protection de la famille, attachement patriotique. Aujourd'hui, le Rassemblement national s'attache à l'idée qu'ils ne sont pas un parti de droite. Est-ce qu'aujourd'hui, être de droite, c'est pas simplement se positionner face à la gauche ? De fait, être à droite, c'est être positionné face à la gauche. Et je crois que le Rassemblement national et son électorat sont bien positionnés à droite. Après, il y a des hommes politiques qui, dans les différentes structures partisanes qui existaient il y a encore quelques semaines et qui existent encore aujourd'hui, donc LR, le Rassemblement national, les Patriotes, VIA, DLF, etc., Reconquête, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas simplement à droite, il y a des gens qui sont véritablement de droite. Et moi, ce que j'ai toujours préconisé, ce n'est pas l'union des droites, parce que je crois qu'elle est effectivement incohérente. Ça, sur ce point-là, j'ai toujours pensé que Marine Le Pen avait raison, parce qu'il y a des gens qui sont positionnés à droite, mais qui n'ont en fait pas les mêmes valeurs. Ce que j'ai toujours préconisé, c'était l'unité de la droite, c'est-à-dire que se réunissent dans une même structure partisane des gens qui, eh bien, sont à l'origine géographique, sociologique, ont des origines géographiques et sociologiques différentes, mais en fait, véritablement, ont une colonne vertébrale, une structure doctrinale qui soit cohérente et qui soit effectivement la même. Bon, le fait est que ça ne s'est pas fait pour l'instant et que on se dirige donc vers la possibilité qui n'est pas certaine, mais la possibilité qu'il y ait eh bien, un gouvernement autour du Rassemblement national qui, à mon sens, s'est normalisé, tout le monde l'a dit, qui a, pour capter différents segments électoraux, cherché à édulcorer un certain nombre de ses propositions. On sait bien que le Rassemblement national, par exemple, a abandonné l'idée de la remigration, ce qui explique que l'AfD, le parti allemand, eh bien, ne siégera pas dans le même groupe que le Rassemblement national au Parlement européen, que le Rassemblement national a abandonné le chèque éducation, le salaire maternel, la peine de mort, donc tout un ensemble de propositions qui font que aujourd'hui, le Rassemblement national est bien à droite, mais que pour autant, ce n'est pas un parti véritablement de droite, qu'il a glissé sur le spectre politique, qu'il a grossi et glissé sur le spectre politique. Et aujourd'hui, on peut dire, d'une certaine manière, que le Rassemblement national est une force politique de type conservatrice, c'est-à-dire qu'il s'agit de conserver la situation de la France telle qu'elle a existé, alors dans les années 70 pour les uns, dans les années 80 ou 90 pour les autres, et que ce n'est pas une force réactionnaire. Bon, ça signifie, à mon sens, que si jamais le Rassemblement national devait décevoir une fois qu'il sera arrivé au pouvoir, il arrivera. Est-ce que c'est dans une semaine ou est-ce que c'est dans 2 ou 3 ans? Le Rassemblement national arrivera au pouvoir. Il est possible que s'il déçoit un certain nombre de ses électeurs, eh bien, réapparaisse sur sa droite une force politique qui soit plus réactionnaire qu'elle. Voilà. Donc, on verra bien ce que l'avenir fera. Moi, ce que je pense, et alors c'est pas directement votre question, mais comme je vois le temps tourner, je tiens quand même à le dire. Parce que moi, pour le coup, je suis un analyste, hein, je ne suis pas un militant. Je crois que le Rassemblement national commettrait une grave erreur stratégique d'accéder au pouvoir ou d'accepter d'aller au pouvoir en n'ayant qu'une majorité relative. Parce qu'ils seraient dans une situation extrêmement fragile, parce qu'une censure votée par le centre et par la gauche est tout à fait envisageable. Et ça mettrait, je dirais, ce gouvernement dans une situation extrêmement délicate. En revanche, s'ils n'ont qu'une majorité relative, ils pourraient envisager un gouvernement de grande coalition. Dans ce cas-là, il serait nécessaire évidemment de laisser Matignon, Bercy et un certain nombre de postes à d'autres organisations politiques qui, d'une certaine manière, pardon pour le côté cynique de la chose, porteraient le chapeau d'un éventuel échec. Voilà ce que moi, si j'étais conseiller des stratèges du Rassemblement national, je le leur dirais. Donc, comme je ne le suis pas, eh bien, je le dis à la radio.
Peut-être qu'ils vous entendent ou qu'ils vous entendront. J'aimerais revenir sur ces élections. Finalement, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas un choc de propositions, c'est pas un choc de programme, c'est véritablement un choc de valeurs, Philippe Vardon. Non, mais il est évident que il y a derrière ce vote une aspiration profonde du peuple français, d'une partie du peuple français, parce que jamais élection n'a illustré autant cette fracture que vous évoquez, cette séparation et même ce séparatisme qui désormais trouve un débouché électoral à travers LFI et son élargissement dans le nouveau front populaire. Mais bien sûr, il y a une aspiration profonde du peuple français, finalement, à des choses très simples, hein, qui sont des choses de bon sens, qui est finalement ce à quoi aspirent tous les peuples du monde. Le droit de vivre sur sa terre en liberté, selon ses valeurs, avec des gens qui les partagent, et de pouvoir jouir des fruits de son travail et voir prospérer son œuvre, son pays et son petit pays qu'on appelle une famille. C'est pas grand-chose de plus que ce que réclament les Français à travers leur vote. C'est tout simplement ça, hein, leur sécurité, leur identité, leur prospérité, et puis pouvoir regarder l'avenir un peu différemment. C'est tout simplement ça à quoi aspirent les électeurs français, et c'est ce qui d'ailleurs fait hurler, en réalité, vous parlez d'un choc de valeur, mais c'est ce qui fait hurler la gauche. La gauche nous dit non mais arrêtez avec l'insécurité, vous en faites trop, alors que nous savons tous le chaos sécuritaire dans lequel est plongé notre pays, des violences sexuelles abominables qui touchent tout autant des gamines que des grands-mères, voilà, des violences terribles. Encore le week-end même du vote, hein, ces rugbyman poignardés à la sortie d'une boîte de nuit au Sable d'Olonne, cette fusillade dans un mariage, ça ne s'arrête pas. N'importe quelle demi-page des faits divers dans la presse quotidienne régionale aujourd'hui aurait, il y a 15 ans, fait l'ouverture du grand JT de TF1. Et la gauche nous dit non, ça c'est pas le cas. La question évidemment de l'identité, où on voit cette créolisation qui est souhaitée par Jean-Luc Mélenchon et les siens, qui nous disent mais en fait vous le peuple historique de France, vous êtes déjà le passé, arrêtez, on ne veut plus rien voir de ça, là où les Français disent mais nous voulons vivre et nous voulons continuer. Et puis aussi la prospérité économique dans une économie qui est aujourd'hui harassée à la fois par une globalisation économique sans protection et de l'autre côté par une fiscalité absolument confiscatoire. Donc évidemment, pour le dire simplement, les Français n'en peuvent plus, ils veulent que ça change, mais avec des aspirations qui sont encore une fois des aspirations profondes, qui sont les aspirations de bon sens qu'on retrouve chez tous les peuples. Ouais. Vous dites les Français parce qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité du peuple français tourne plutôt la tête vers tout ceci. Et pourtant, donc, on voit une gauche et un camp macroniste qui essaie de tordre un peu le résultat de ces élections qui semblent se dessiner, donc avec toutes ces alliances, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, tous ces jeux de désistement et d'alliances, ce ne serait pas un petit peu antidémocratique ? Ah, si, bien sûr. Non, il est très clair qu'évidemment, le résultat des urnes enfin, les forces politiques essayent de contourner le résultat des urnes. Alors, c'est bien sûr du tripatouillage électoral, mais il faut bien le dire aussi, c'est peut-être, faisons leur crédit, pour essayer de se retrouver dans une situation intenable qui serait celle d'une chambre introuvable, c'est-à-dire d'une situation où aucune majorité ne se dégagerait véritablement du second tour des élections, parce que c'est effectivement une possibilité. Que le RN soit dominant, c'est très clair, parce que la vague électorale est en sa faveur, mais enfin, le RN n'a réuni que un tiers des suffrages exprimés. Avec le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, celui qui est en tête, eh bien, généralement l'emporte. Il y a un effet démultiplicateur de ce mode de scrutin. Donc, il serait logique que le Rassemblement national ait
une majorité absolue, eu égard au fait qu'il est véritablement devant les autres et qu'il arrive en tête dans un très grand nombre de circonscriptions. Mais ça n'est pas certain qu'il obtienne cette majorité. Et d'autre part, il est très possible qu'il n'y ait aucune véritable majorité qui puisse se dégager. Donc, oui, il y a du tripatouillage, mais il y a peut-être aussi de la part du président de la République une volonté, avec évidemment quelque chose qui ne ressemble à rien, parce qu'a priori, ce ne serait pas une possibilité de faire une coalition gouvernementale, mais aussi la possibilité d'essayer de former une majorité relative qui pourrait être en soutien d'un gouvernement technique. C'était ce qu'il avait envisagé en faisant la dissolution, très vraisemblablement, essayer de ramener avec lui des LR et puis une partie de ceux qui sont quand même rentrés dans l'union du nouveau Front populaire pour effectivement essayer quand même de gouverner. Parce qu'il faut bien le dire, l'un des dangers qui se présentent à nous dans les semaines qui viennent, c'est soit effectivement le blocage du pays par les gauchistes ou une tentative de blocage du pays par les gauchistes parce qu'il y aura un gouvernement Rassemblement national, mais l'un des autres dangers, c'est la Chambre introuvable et donc le pays ingouvernable. Ça, effectivement, c'est un risque qui se présente et ça peut en partie expliquer eh bien, les efforts de combinaison qui sont mis en place actuellement par les différentes vieilles forces politiques. Philippe Vardon, même question sur les tendances antidémocratiques de la gauche. Non, mais de manière évidente, on voit qu'on essaie de contrarier, si ce n'est de contrer le scrutin, mais je crois qu'il faut, tel le judoka, retourner tous ces arguments. Aujourd'hui, la seule force capable d'offrir une stabilité à notre pays, c'est la coalition rassemblée autour du Rassemblement national, avec Éric Ciotti, avec Marion Maréchal et toutes ces forces d'union nationale. Aujourd'hui, pour les électeurs du centre qui sont attachés au sérieux budgétaire, qui sont attachés à l'ordre, la seule solution pour ne pas avoir le chaos dans notre pays, le chaos de l'instabilité gouvernementale, le chaos, encore une fois, d'une gauche dominante, mais en plus d'une gauche dominante qui elle-même, en son sein, est dominée par la France insoumise et les islamo-gauchistes, eh bien, c'est de se rassembler derrière ces candidats d'union nationale. Il faut, je crois, être très clair là-dessus. La stabilité, la possibilité de conduire les affaires du pays, c'est de faire le choix des candidats d'union nationale autour du RN. Et Guillaume Bernard a raison, il faudra d'ailleurs envisager, selon les résultats de dimanche, d'aller vers un dépassement de la coalition actuelle et peut-être d'aller chercher au centre droit, chez LR, d'éventuels partenaires pour élargir cette majorité et gouverner le pays. Je crois que le phénomène politique auquel nous assistons n'est pas encore terminé. Et puis moi, j'en appelle à la responsabilité aussi d'un certain nombre de dirigeants des Républicains. Je pense bien sûr en premier lieu à François-Xavier Bellamy. Je dis que nous sommes là à un moment où il va falloir faire des choix. J'aurais aimé qu'il soit fait avant le premier tour, j'aurais aimé qu'ils soient faits là, peut-être qu'ils seront même faits après le second tour de scrutin, mais aujourd'hui, je crois qu'on est à un moment clé pour tout le monde. Voilà, c'est un énorme moment de clarification politique. Merci beaucoup Philippe Vardon pour ces mots, merci aussi à vous Guillaume Bernard pour votre analyse. On va suivre tout ceci de très près. On attend les résultats de dimanche avec impatience. Et puis, si vous le pouvez, on vous réinvitera pour parler de tout ça et puis analyser ces résultats et ce que ça promet pour les années à venir et pour la France. Merci beaucoup et à très bientôt.